À l'exception des tests internationaux et régionaux, aucun test législatif ou réglementaire du droit interne ivoirien ne régit le domaine du littoral. Conséquence, l'on assiste à son agression massive liée à sa pollution et à son occupation anarchique. Il faut donc mettre en place une politique pour assurer sa protection afin de favoriser son occupation rationnelle. Et pour y parvenir, l'État décide de l'élaboration d'un projet de loi. Il vise à doter la Côte d'Ivoire d'une loi relative à l'aménagement et à la gestion durable du littoral. Lorsqu'on construit sur le littoral à 2 mètres de la mer, c'est-à-dire on fragilise ce littoral-là. Donc du coup, l'érosion côtière gagne le pas. Pour l'élaboration de cet avant-projet de loi sur le littoral, les initiateurs ont décidé de la prise en compte des préoccupations des populations des zones concernées, ce qui justifie la présence des autorités administratives, politiques et coutumières et de la société civile de ces localités à cet atelier d'Assini. Depuis 50 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante, que l'État s'intéresse de près aux populations qui habitent au littoral, le littoral, nous pensons que c'est une occasion de jouer notre partition. Notre village a été déjà détruit par la mer en 1942 et qu'actuellement c'est plus la mer, mais c'est la lagune qui érode régulièrement et qui nous a pris près de 200 mètres tout le long du village. C'est pas bien de vendre nos terres, mieux vaut les louer. Moi je pense que c'est plus rentable pour nous. Après l'atelier d'Assini, cet avant-projet de loi sur le littoral sera également présenté aux populations de Dabou, Sassandra, San Pedro, Tabou et Grand Bérébi au cours de 2 ateliers qui se tiendront à Dabou et à San Pedro. Objectif, recueillir également leurs préoccupations afin de faciliter l'application de la loi une fois adoptée. La Côte d'Ivoire présente ces dernières années la face d'un pays qui regorge de beaucoup de ressources minéraires. Dans presque chaque région du pays, des découvertes de gisements minéraires ont été faites. Une situation qui détourne les jeunes ruraux des cultures agricoles, moteurs de l'économie. L'extraction de l'or les occupe. À Kambaboué, localité située dans la sous-préfecture de Tienko, région de Kabadougou, l'or fait l'affaire. Ici, les jeunes ne s'intéressent plus à l'agriculture, passionnés par les activités minéraires. 1 kg d'or est extrait par jour pour 15 millions de francs CFA. Pourtant, ce village est agricole. Ses principaux produits agricoles, le coton, l'anacarde, le maïs et le riz, par le passé étaient cultivés en grande quantité. Bon, dans 6 mois, je peux gagner 200 à 250 000 et je m'arrête là-bas. Mais aujourd'hui, au bout de 2 semaines, je peux m'amuser avec 500 000 ou bien 1 million que j'ai laissé la culture. Depuis le travail de mine d'or a commencé, j'ai abandonné la couture d'abord pour le travail de mine d'or. Tout ça à cause de l'argent. Donc, comme on voit que c'est un peu l'argent rapide là-dedans, on essaie d'en profiter. À Kambaboué, chaque jeune a sa moto. Le risque d'insécurité alimentaire qui plane sur ce village n'attire pas l'attention des jeunes. Pour cette jeunesse, l'argent de l'or va permettre d'acheter de quoi vivre. Ouais, j'ai cultivé à cause d'argent puis la nourriture, mais aujourd'hui je gagne mieux que ça. Donc il n'y a pas à faire de... Il faut aller au champ, donc je suis dans mon diamant, j'enlève or là, dans 2 semaines, je peux faire business de 500 000 ou bien 1 million. Débuté à la fin du mois de janvier, ce nouveau site enregistre déjà plus de 1000 orpailleurs. Plusieurs activités commerciales qui gravitent autour de ce gisement se développent de jour en jour. Si un toit, je peux gagner au moins 40 000, bien 35 000. Il fait mieux que mine, franchement dit. La découverte de ce nouveau site d'orpaillage a fait tripler le prix des denrées. Une solution doit être trouvée pour éviter que l'agriculture disparaisse dans cette partie du pays. La prostitution, la drogue et l'alcool prennent une proportion inquiétante à Kambaboué. À l'image des femmes du monde entier et celle de Côte d'Ivoire, la journée internationale de la femme a été célébrée à Satama Sokoura, dans le département de Dabakala. À l'initiative de Mme Soro Tieplé Minata, sous-préfet de Satama Sokoura, les femmes se sont rassemblées autour du thème choisi cette année, Beijing plus 20, bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente.
Belle occasion donc pour magnifier la femme rurale. Madame le sous-préfet de Satama-Soukoura a saisi cette tribune pour aborder plusieurs sujets pour éclairer la lanterne des femmes, entre autres les grossesses précoces en milieu scolaire, l'autonomie et la promotion de la femme, les fistules obstétricales, le cancer du col de l'utérus, le VIH-Sida et autres maladies sexuellement transmissibles, l'excision qui continue d'être pratiquée dans certaines régions du pays malgré les campagnes de sensibilisation. Les autorités administratives, politiques et coutumières ont apporté leur soutien à cette journée internationale de la femme, célébrée à Satama-Soukoura pour la deuxième fois. Un Ivoirien séropositif sur 4, une séropositive sur 2 vivent en Abidjan. Ces statistiques sont de l'ONU-SIDA. Elles ont été révélées par le directeur pays, Tamsissa, lors des réflexions pour la mise en œuvre de la déclaration de Paris en Côte d'Ivoire, notamment en Abidjan. Il s'agit de faire en sorte que la majorité de la population connaisse son statut sérologique et que 90% des malades du VIH-Sida bénéficient d'un traitement antirétroviral durable. La Côte d'Ivoire a été le premier pays d'Afrique à faire suivre l'engagement de Paris. L'exemple de la Côte d'Ivoire pourra servir aux autres pays et le défi est grand et nous comptons sur la participation, le soutien de tous les partenaires et toutes les parties prenantes en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse arriver à relever ce défi, d'atteindre ces objectifs bien sûr ambitieux mais qui sont réalisables si nous travaillons tous ensemble, la main dans la main. Pour intensifier la lutte contre le VIH-Sida, 33 communes ivoiriennes ont déjà adhéré à la déclaration de Paris. Durant 3 jours de travaux donc, les participants ont pensé les mécanismes de recherche de financement pour acquérir les médicaments. Les perspectives ont également été dégagées avec les mairies en vue d'une lutte efficace contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Par an, la Côte d'Ivoire ne collecte que 150 000 poches de sang, alors qu'il en faut 220 000 selon le Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Pour répondre à la demande du CNTS, le personnel du district d'Abidjan donne son sang pour sauver des vies. C'est un réel plaisir de donner du sang qui va pouvoir sauver d'autres personnes et peut-être moi-même pour l'avenir. Je suis venue donner le sang parce que j'ai des frères qui sont sur des lits d'hôpital qui ont besoin de sang. Voilà, si ça peut sauver des vies humaines, j'en serais très heureuse. Au nom de la solidarité, le district s'engage dans l'opération de don de sang. Parce que vous savez tous que c'est un acte hautement civique qui demande que des hommes et des femmes viennent donner de leur sang, ne serait-ce que pour sauver des vies. Plus de 100 poches de sang sont recueillies au cours de cette journée de don de sang. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, assigne à chaque État par an un prélèvement de sang sur 1% de sa population totale en vue de faire face à la demande. À compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'Ebola dans ce pays. C'est pour cela que nous, citoyens du Libéria, nous chantons. Ebola va perdre la partie. D'un point de vue religieux, cela ne nous fait pas plaisir à nous, pasteurs, de voir nos citoyens brûlés. La tradition chrétienne, quand quelqu'un meurt, c'est de l'enterrer. Mais à cause de l'épidémie, les gens sont incinérés. Les règles mises en place par le gouvernement ont pour but d'empêcher la propagation de cette maladie mortelle qu'est Ebola. Nous, les religieux, nous ne sommes pas contents de voir ça, mais nous l'acceptons, car cela sauve des vies. Plus de 2000 accidents mortels sur les 9000 accidents enregistrés depuis 2007 pour la seule ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Des femmes ingénieures de l'association Women's Technology ont proposé une solution. Les robots Tamuke, Moluke et Kisanga, des robots roulage intelligents qui règlent la circulation des carrefours encombrés et parfois dangereux de la capitale congolaise. Le robot a des caméras de surveillance. Il prend en temps réel tout ce qui se passe ici. C'est très bien ça. Ça va nous éviter les embouteillages. Parce qu'il y a certains chauffeurs qui ne respectent pas les policiers de la route. Mais avec le robot, ça sera différent. Nous devons respecter le code de la route du robot. Nous sommes très contents de ça. Ces robots fonctionnent comme un agent de circulation ordinaire, fait d'aluminium et alimenté par panneaux solaires. Ils règlent la circulation avec les bras et un plastron lumineux qui passe successivement du vert au rouge. Atout supplémentaire, ils filment les violations du code de la route grâce à des caméras de surveillance qui fonctionnent même si le robot est hors service. Nous devons féliciter nos ingénieurs congolais
mais l'agent de police doit faire son travail. Vous savez qu'il y a de grands pays au monde qui ne vivent que de contrevention, de la fiscalité. Et la police commence aussi à faire entrer l'argent dans la caisse de l'État. 3 nouveaux robots de 250 kg pour 2,50 m et 27 500 $ l'unité. Il s'ajoute à 2 prototypes déjà installés en 2013. Un déploiement de 30 autres machines est prévu dans la capitale congolaise. 7h12, Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Un avion à énergie solaire décolle de l'aéroport d'Al-Batin, direction Est, pour un tour du monde. Solar Impulse 2, de la lignée du Solar Impulse 1, appareil révolutionnaire, vol de nuit comme de jour, sans carburant, ni émissions polluantes. Un bijou technologique vert alimenté exclusivement à l'énergie solaire. C'est le résultat de 12 années de recherche menées par André Borschberg et Bertrand Piccard, deux chercheurs suisses, copilotes sur ce vol historique. Un tour du monde en 12 étapes sur 5 mois, dont 25 jours de vol effectif. Le vol se fera à une altitude maximale de 8500 mètres pour une modeste vitesse de 50 à 100 km/h. L'engin pèse 2,5 tonnes et est propulsé grâce à l'énergie fournie par plus de 17 000 cellules solaires, tapissant 72 mètres d'ailes, presque aussi longues que celle de l'Airbus A380. Un exploit scientifique qui veut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le message politique de ce tour du monde qui s'achèvera à Abu Dhabi début août prochain, mais avant, première escale après 12 heures de vol, Mascate, capitale du sultanat d'Oman. C'est ici qu'on a organisé la première grande réunion, juste là, dans ce bâtiment. En 1965, Henry était un jeune activiste dans une Amérique encore ségrégationniste. Le 7 mars, il décide avec 600 autres manifestants de marcher de Selma à Montgomery, dans l'Alabama, afin de demander l'égalité du droit de vote pour les Afro-Américains. Une tentative qui va tourner court. Pour ceux qui étaient en plein milieu du cortège devant le pont, il y avait ce sentiment d'anticipation. Après, ils ont commencé à pourchasser les manifestants vers l'église. Et puis, ils se sont mis à taper les gens, à les battre. Ça a duré toute la nuit. Sur le pont Edmund Pettus, la manifestation est réprimée dans le sang par les forces de l'ordre. L'événement télévisé bouleversera l'Amérique. À l'appel de Martin Luther King, une deuxième marche voit le jour, un tournant dans la lutte pour les droits civiques, selon Loretta. On avait été tabassés, emprisonnés, on savait qu'on allait soit survivre, soit mourir. On avait atteint un point où cela nous était égal. Il faudra attendre la troisième tentative pour que la marche atteigne enfin Montgomery. Des manifestations qui déboucheront sur le Voting Rights Act, garantissant à tous le droit de vote. Le révérend Frédéric Ries marchait aux côtés de Martin Luther King il y a 50 ans. Il se souvient de l'ampleur du défi. Nous allions vraiment à l'encontre des idées établies, des habitudes de supériorité. Et le fait que certains venaient remettre ça en cause, c'était vraiment un événement. Cette lutte pour l'égalité du droit de vote, plusieurs activistes l'ont payé de leur vie. Mais pour ceux qui perpétuent aujourd'hui la mémoire, un réconfort, le premier président noir des États-Unis viendra se recueillir, là même où ils se sont battus, il y a 50 ans.